Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Heinz Brand? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons une entreprise ici qui est essentiellement qui vend pas des vêtements de marque, mais généralement des plus spécialisés dans les sous-vêtements, très connus, généralement avec la marque Heinz, notamment en Amérique du Nord. Vous allez également voir qu'elle détient des marques comme Champion. D'accord, donc Champion, je pense que tout le monde connaît Champion, hein. Donc si on regarde à peu près ici les différentes marques de l'entreprise, juste pour avoir une idée générale, hein, vous avez des marques comme Champion, Bones, Bali, donc on voit à peu près des sous-vêtements pour les hommes, ainsi que des sous-vêtements pour les femmes, et des t-shirts également, ça marche très bien. Bizarrement, c'est un business qui fonctionne très très bien, parce qu'en fait, ils ont une spécialité, c'est qu'ils font tout dans leurs propres usines. D'accord. Donc, ils sont verticalement intégrés. C'est la particularité de cette entreprise. Donc, verticalement intégrés. Donc, maintenant, il faudrait voir, ils vendent plus comment? Est-ce qu'ils vendent en ligne? Est-ce qu'ils ont des distributeurs? Qui sont leurs distributeurs? Est-ce qu'ils vendent dans les department stores? Etc. Donc, parce qu'également, la plupart des magasins dans lesquels ils peuvent vendre maintenant, peut-être également, ils utilisent des marques consommateurs. Donc, c'est un business assez intéressant. Mais c'est un business qu'on appelle généralement, c'est la consommation discrétionnaire. Donc, c'est le genre de business, voilà, on peut s'en passer. D'accord? Donc, vous allez voir ici qu'en termes de revenus, vous savez qu'on suit généralement un plan, comme on cherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PER moyen, ici, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité de dividende si dividende il y a. Donc, le temps d'effacer tout ça ici, on est lancé. Donc, vous voyez ici que nous avons une compagnie ici qui est en croissance depuis plusieurs années, mais vous constatez qu'entre 2019 ici et à peu près, voilà, je pense que 2020, donc je vais juste le mettre ici en annuel, en yearly ici, ça donne quoi? Donc, 2019 en berne, 2021 en berne, et à partir de 2022 ici, on est à peu près correct parce qu'ils publient vraiment leurs résultats, je pense, au mois de décembre, si je ne me trompe pas, demi-janvier, je ne sais pas, janvier, je pense bien que c'est décembre. Ils ont changé en fait, ils ont publié en janvier 2021, en janvier 2021 et en janvier 2022. Ok, donc vous voyez ici qu'on a des résultats à peu près équivalent à ce qu'on a eu en 2018. La question qu'il faut se poser, c'est la croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition ou bien de manière organique? Quand on prend la croissance des revenus ici sur les 5 dernières années, vous constatez que sur les 5 dernières années, on a à peu près 0,83% de croissance, donc pas quelque chose d'extraordinaire. Sur les 10 dernières années, 4% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons moins 1,63% ici. Donc, on a une croissance zéro ici. Maintenant, estimation des analystes ici. Donc, on va voir ici que le forward estimate ici pour les analystes, c'est combien le revenu, le consensus. On s'attend à peu près à voir combien les analystes s'attendent à avoir un revenu un peu moins élevé l'année prochaine. Donc, en date d'aujourd'hui, donc, on a des revenus à peu près de 6 milliards, je prends sur les 12 derniers mois ici. Donc, sur les 12 derniers mois, on a 6 milliards 630 millions ici. D'accord? On s'attend à voir à peu près équivalent à 6 milliards 400 millions ici l'année prochaine. Donc, voilà. On va se dire que à peu près l'équivalent de ce qu'on a cette année-ci. D'accord? Quand on regarde ici au niveau du management, d'accord? Est-ce que le management a donné une estimation ici? Donc, on va prendre ici un HBI. Donc, Heinz Brands, donc on prend le management, on va regarder l'estimé. Ici, l'information actuelle est payante, donc ce n'est pas gratuit sur ce site-ci. Donc, pour ceux qui aiment le gratuit ici, vous n'aurez pas cette information en allant gratuitement ici. Il va falloir payer. Donc, ici, nous allons voir le management, l'estimation les analyses. Le management s'attend à avoir à peu près minimum 645 millions ici d'ici en décembre 2022, donc publié en janvier 2023. N'oubliez pas ça ici. Donc, 645 millions ici. Donc, pas 645 millions, 6 milliards 450 millions. OK? Donc, on va prendre ici à peu près, en date d'aujourd'hui, on a 6 milliards 630 millions ici. Donc, on s'attend à peu près à avoir moins que ça. Ça, c'est le minimum. Donc, je prends ça, il n'y a pas de souci. Donc, on s'attend à avoir des revenus moins élevés, 6 milliards 450 millions. OK. Croissance, zéro. On aura même une décroissance. En termes de free cash flow ici, est-ce que nous avons une entreprise qui a des free cash flow stables ou croissants? Free cash flow net income, je compare ici les free cash flow avec les net income. Donc, net income, on va les mettre ici. Donc, vous voyez là qu'en termes de free cash flow, on perd de l'argent, mais ça, c'est en termes de free cash flow. Maintenant, il va falloir savoir pourquoi. Est-ce que c'est par rapport aux besoins en fonds de roulement, etc. Donc, vous voyez ici qu'en moyenne, quand on compare les deux ici, voilà, les net income ont tendance à donner une information assez correcte des free cash flow, même si les free cash flow ont tendance à être plus élevés, parce que si on prend ici si on prend à peu près la médiane des net income, ici, et la médiane des free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on a à peu près des free cash flow sur les 10 dernières années.
Les free cash flow sont de 500 millions, les net income sont de 400 millions. Sur les 5 dernières années, free cash flow 500 millions, net income 460. Donc, les free cash flow sont légèrement plus élevés. Donc, en prenant ici en considération les net income, on se dit légèrement qu'on sous-évalue légèrement la compagnie. Donc, je vais prendre ici les marges de net income, juste pour faire simple. Marge de net income ici, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on prend les marges de net income. Sur les 10 dernières années ici, je prends les marges moyennes et on va également prendre l'écart type niveau 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Sur les 10 dernières années, le marché ici paye, sur les 10 dernières années, on a 7% de marge nette ici. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 6,73 sur 53%. Sur les 3 dernières années, 6,53%. Donc, je vais mettre 7% ici. Rappelez-vous que les free cash flow sont plus élevés ici. Donc, je prends ici 7%. OK? Donc, on aura 7% de 6 milliards 450 millions ici. Donc, 7%. Nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions ici diminue ou augmente? On a ici... Voilà, c'est une entreprise qui rachète ses actions ici. On aime ça. Moi, j'aime les entreprises qui rachètent leurs actions ici parce que ça augmente le bénéfice net par action. Attention. Donc, on aime ça ici. Il faut également vérifier si le bénéfice net par action augmente en termes de volume. Donc, pas juste le bénéfice. Le bénéfice net augmente, d'accord? Pas juste en termes de bénéfice net par action. Parce que si on diminue le nombre d'actions ici, on aura tendance à dire que le bénéfice net par action augmente alors que le bénéfice net n'augmente pas réellement. Donc, il faut comparer les deux. Donc, vous voyez ici qu'on a à peu près à 650 millions d'actions, on va mettre 651 pour faire simple, d'accord? On est à 350 millions d'actions. PER moyen, donc le marché paye généralement combien pour cette compagnie-ci? Je pourrais dire 15-17 fois les bénéfices par là, on va regarder ça ici. Je serai plus à l'aise en tout cas avec ce genre de valorisation-là. Donc ici on voit 18 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, 12 fois les bénéfices sur les 5 dernières années, d'accord? Sur les 3 dernières années, on paye 10 fois les bénéfices. Donc, vous voyez que sur les 5 dernières années, le marché ne paye pas grand-chose pour cette compagnie-ci. Sur les 10 dernières années, le marché paye quand même 18 fois les bénéfices. Et voilà, toutes les informations, depuis au moins 2007, le marché paye 17 fois les bénéfices. Donc, je prends 15 fois les bénéfices ici. D'accord? Parce que je me dis, la période actuelle est sans doute exceptionnelle. Il faudrait aller, parce que le Covid est passé par là également. Ici, on a des craintes en termes de récession. On va se dire que c'est le genre d'entreprise qui pourrait souffrir en période de récession, etc. Mais attention, je prends 15 fois les bénéfices. J'aurais pu prendre 10. Pourtant, le marché paye en moyenne, sur une longue période de temps, 17 fois les bénéfices. OK? Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices. OK? Je coupe la poire en deux. Simple. La dette nette, est-ce que nous avons une entreprise qui est très endettée ou bien qui a tendance à repayer sa dette ici? Net dette. Également, sur ce genre d'entreprise, faites attention à l'effet de mode ici. J'espère qu'il n'y a pas une de leurs marques qui est à la mode, qui a été à la mode. Et la mode est en train de passer. C'est la raison pour laquelle il y a par exemple des craintes pour le futur. C'est un exemple, hein, mais je pense que c'est pas trop ça. Mais je sais qu'à un moment donné, Champion, c'était vraiment... Champion, ça se vendait vraiment très, très bien. Se vendait très, 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 très bien. Mais également, il faut savoir que Champion, c'est une marque qu'on a repositionnée ici. Donc, c'est peut-être une marque qu'on pourrait spin-off ou bien qu'on pourrait revendre, entre parenthèses. Donc, vous voyez ici qu'on a à peu près en termes de dette nette, on a à peu près 3 milliards 880 millions d'actions. 3 milliards 880 millions d'actions ici. En termes de... Pas d'actions, excusez-moi. 3 milliards 880 millions en termes de dette nette. Donc, 15 fois les bénéfices ici. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je prends ma calculette et on va sur 6 milliards 450 millions, d'accord, multiplié par 7%, d'accord, multiplié par 15%, d'accord, 15 fois les bénéfices, excusez-moi, moins la dette nette de 3 milliards 880 millions ici, divisé par le nombre d'actions, 350 millions d'actions, on arrive à une valorisation de combien? 8 dollars et 26 sous. 8 dollars et 26 sous, on cote à combien ici? 8 dollars 33. Donc, on se dira que techniquement, on est correctement évalué. Et ça, c'est uniquement parce qu'il y a un niveau d'endettement assez élevé. Vous voyez pourquoi il est important de toujours prendre en considération la dette? Parce que le marché a payé pendant longtemps 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. OK? Le marché a payé pendant longtemps, je dirais, 17 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. D'accord? Sur les dernières années, le marché paye 10 fois les bénéfices. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que le marché paye 10 fois les bénéfices? Le marché paye 10 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce que maintenant, il a inclus la dette. Ce qui veut dire que le PER aura tendance à être moins élevé parce qu'il prend en considération la dette.
D'accord? C'est pour ça que quand vous faites l'évaluation d'une compagnie, posez-vous la question si le marché prend jamais en considération cette dette-là. Généralement, quand vous allez si le marché, avec le PER mentionné ici, s'il prend en considération la dette. Je pense ici que ce sont des craintes liées également au niveau d'endettement ici. Donc, c'est une entreprise qui doit se focaliser sur le remboursement de sa dette ici. OK? Donc, en termes de, voilà, si le marché payait en moyenne uniquement le 15 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, on aurait une valorisation aux alentours de 6 milliards 700 millions. D'accord? Sans prendre en considération la dette. Mais maintenant que le marché prend en considération la dette, on a une valorisation moins élevée que ça. D'accord? Donc, il faut faire attention au niveau d'endettement. Quand on regarde également ici la valeur la dette nette sur EBITDA ici, est-ce que l'entreprise, déjà on rembourse la dette avec les free cash flow, juste pour préciser. Donc quand on prend ici dette nette sur EBITDA ici, ce n'est pas avec les EBITDA qu'on rembourse la dette, mais ça nous permet de voir ici à peu près quel est le niveau. Voilà. C'est généralement une métrique que les banques, les prêteurs d'argent, ceux qui vous prêtent de l'argent, utilisent cette métrique-là. Donc, c'est l'argent que vous pouvez dégager à chaque année. Donc, on peut s'autofinancer avec ça. OK? Donc, vous voyez ici que c'est 3,3 fois les bénéfices ici. D'accord, 3,3 fois les EBITDA ici. Attention. Donc, on va se dire voilà, on aurait voulu que ça aille un peu plus, que ce soit à un niveau plus bas que ça. D'accord. Mais n'oubliez pas que l'entreprise a déjà eu à avoir un truc plus, un ratio plus élevé que ça par le passé. Donc, c'est à peu près gérable ici. Donc, il faut également prendre ceci en considération. Si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow, d'accord, en termes de, il y a la totalité des net income en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 15%. 15%. Ça veut dire que présentement, la moitié de cet argent est utilisé pour payer la dette, pour payer le dividende. OK? Et l'autre moitié est utilisée pour rembourser la dette. Donc, en 5 ans, on pourra rembourser 1 milliard dans un environnement normal. D'accord? Donc, il faut aller voir ici qu'est-ce que le management pense faire, qu'est-ce que le management prévoit de faire par rapport au remboursement de la dette. D'accord? Donc, nous avons une entreprise ici, le dividende est safe. D'accord? Il est versé à peu près depuis 2014. C'est une entreprise qui privilégie le rachat d'actions de préférence. Le dividende ici est stable depuis à peu près 2017. C'est le même niveau de dividende ici. Donc, en date d'aujourd'hui, 7% de rendement. C'est à peu près safe. D'accord? Parce que quand vous allez regarder ici la capacité de ce que l'entreprise est capable de rapporter ici aujourd'hui, on a 451 millions ici, divisé par le nombre d'actions. On a ici, en termes de nombre d'actions, nous avons ici aux alentours de 350 millions d'actions, donc divisé ici par 350 millions d'actions. Donc, on rapporte à peu près 1,28 $ par action et on paye 60 sous par action ici. Donc, c'est-à-dire que techniquement, on paye la moitié, on a un payout ratio de 50%. Dans un environnement normal, quand on normalise les choses. Maintenant, elle a la capacité de pouvoir payer ce dividende-là si le business continue à rapporter autant d'argent. D'accord? Si les marges continuent à être aussi stables. Donc, allez-y voir pourquoi est-ce que les free cash flow ont diminué. Quel est le business model de cette compagnie-ci. Mais dans tous les cas de figure, pour ceux qui aiment le dividende ici, il y a moyen de jouer quelque chose sur cette compagnie-ci. Il y a moyen de jouer quelque chose. OK? Donc, je ne dirais pas que ce n'est pas une opportunité d'investissement ici aujourd'hui, parce que le prix qu'on nous sert ici prend en considération la dette, et on s'entend que si le niveau de dette diminue ici, le revenu aura tendance à... Le market cap, la capitalisation boursière aura tendance à augmenter également. D'accord? Donc, si on nous distribue la totalité des bénéfices nets ici en termes d'actions, bénéfices nets ici en termes de dividendes, on aura un rendement de 15%. Donc, si c'était un immeuble ici, elle vous aurait distribué à peu près 15% de rendement chaque année. Et c'est ça qui devrait nous intéresser. Maintenant, c'est la pérennité de ce free cash flow, de ce net income là qui nous intéresse. OK? Donc, allez-y lire sur Ends Brand, ça pourrait être intéressant ici, mais attention, attention, attention. OK? Je n'aime pas sonner alarmiste ni quoi que ce soit. C'est une belle entreprise bien gérée. Il faut dire la vérité. Le niveau d'endettement ici est gérable également. Tout ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir, c'est la pérennité du business en lui-même. Est-ce que les produits qu'ils vendent ici seront toujours en demande? Et quand vous allez voir ici les sous-vêtements, vous en consommez. Et à la fin de la journée, vous allez en changer. Bon. Maintenant, ils avaient une statistique qui m'a fait un tout petit peu rire dernièrement. Je ne sais pas si je peux la retrouver, mais les Américains utilisent beaucoup de sous-vêtements et généralement en Europe, j'avais vu également en France, pas en France, mais en Europe, généralement, le nombre de sous-vêtements par personne est inférieur à 5. Je pense que c'était une information pareille. En moyenne. On prend donc, ce sont les hommes et les femmes compris. Je dis bien sous-vêtements. Donc, quand on parle de sous-vêtements ici maintenant, ça concerne juste le bas uniquement. Pas les femmes, c'est le haut et le bas, d'accord? Donc, ici, généralement, c'est 5. Donc, chacun a en moyenne à peu près 5 boxeurs, 5 caleçons. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, pour moi, c'est faux. En tout cas, dans mon cas de figure, c'est totalement faux ici, d'accord? Et ce sont des choses qu'on change également régulièrement. Mais je connais que certaines personnes qui ne dépassent pas 5.
Ça, c'est sûr et certain. J'en ai connu en tout cas. En tout cas, dans tous les cas de figure, c'était une métrique qui m'a fait rire. Donc, vous pouvez voir ça. Je pense qu'ils ont ça sur leur site quand ils présentent leur présentation aux investisseurs. Juste pour vous mentionner qu'il y a encore assez de potentiel de croissance. OK? Maintenant, il faudrait voir à peu près qui a fait cette étude-là. Est-ce que c'est eux-mêmes? Est-ce que c'est un bureau d'études, etc. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une entreprise assez intéressante, d'accord, qui semble être bien gérée, qui pourrait représenter une opportunité d'investissement pour ceux qui aiment le dividende. C'est vrai que parfois, gros dividende égale gros risque, mais lisez sur cette compagnie-ci. Ne vous limitez pas au niveau de dividende. Allez-y lire en profondeur sur la compagnie. Vous allez comprendre quel est le réseau de distribution, qu'est-ce qu'elle vend précisément, comment est-ce qu'elle distribue ces produits-là, est-ce qu'elle vend en ligne, etc. Quelles sont les marques qui rapportent le plus, quelles sont les différentes marges ici, quelle est la stabilité des marges. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, pour la valorisation de cette compagnie-ci, on va se dire qu'au prix actuel, le prix est tout simplement correct. Vous avez vu, c'est 8,26 $, alors qu'on a 8,35 $ ici. Maintenant, pour ceux qui aiment le dividende, on pourra avoir une opportunité d'investissement ici parce qu'ils ont les moyens de pouvoir payer ce dividende-là. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire ici. On s'attend à peu près à avoir des bénéfices, des dividendes, pas des dividendes, mais on s'attend à peu près à avoir aux alentours du même niveau en termes de bénéfices nets par action ici. Donc voilà, ça pourrait être une opportunité d'investissement ici en date d'aujourd'hui pour voilà, ceux qui sont prêts à prendre le risque, bien sûr. Mais après avoir lu les rapports financiers, on se dit à bientôt. Merci.